Ah ben, j'ai au moins Tomana, c'est bien. Merci Tomana. Bon, faut que j'ai l'air intéressé, n'est-ce pas? Faut que tu aies l'air en train de parler. En train de parler. En train de parler au public. Voilà. Voilà. Donc, si tu veux un peu plus de mouvement. On attend encore quelques secondes avant de commencer. Oui, et puis après, les gens s'installeront en silence. Voilà. Mais c'est pour vous mettre en condition pour la grande plongée dans les océans. C'est bon? Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous emmener pour une grande plongée à travers les océans et surtout à travers les millénaires pour vous parler de tous ces monstres marins ou ces animaux marins. Ils n'ont pas toujours été monstrueux, que ce soit Léviathan, Moby Dick ou les autres qui ont construit des légendes. Et on va voir dans quelle mesure ils perdurent encore aujourd'hui. Donc les animaux peuplent l'imaginaire depuis culturel de toutes les civilisations, beaucoup d'animaux, hein. Et il existe par rapport à ça un double processus, à la fois une animalisation de l'humain et le fait que l'on porte des sentiments humains aux bêtes, une anthropomorphisation. Et au niveau historique, le statut et les représentations de nombreuses espèces ont beaucoup évolué au cours des millénaires, et c'est ce que nous allons voir, entre la crainte, l'admiration des animaux divinisés, diabolisés. Et aujourd'hui, il existe un essor des préoccupations concernant la biodiversité, le bien-être animal, un tas de réflexions aussi destinées à repenser nos conceptions du vivant et la frontière, surtout, entre les êtres vivants, y incluant l'humain. Donc, l'équipe qui travaille à Objectif Science International sur les océans s'est particulièrement intéressée au cas des cétacés à travers une enquête que l'on a réalisée l'été dernier. Mais avant de parler de cette enquête sur nos perceptions actuelles des mammifères marins, on va... pourquoi il y a un petit truc là? Voilà. On va voir quelles sont les perceptions à travers les millénaires. Alors, pour vous inviter dans ce grand voyage, une fois que les derniers arrivés seront assis, je vais vous demander, comme ça, spontanément, quels mots vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez requin. Dangereux. Beau. Rapide. Prédateur. Ça vient surtout de là. Crainte. Quand vous pensez dauphin.
Joueur. Flipper. Communauté. Gentil. Beauté. Et quand vous pensez baleine? Majestueux. Énorme. Puissance. Un petit dernier? Ok. Donc maintenant, nous allons plonger, remonter et partir sur un navire phénicien, donc au début de l'Antiquité, moins 1200 avant Jésus-Christ. Les Phéniciens étaient une civilisation qui s'est épanouie en Méditerranée orientale, donc entre 1200 avant Jésus-Christ et moins 300, et qui était complètement imprégnée des cultures du Proche-Orient. C'était un peuple polythéiste, donc qui croyait en plusieurs dieux. Et un des premiers mythes de cette époque est le mythe de Léviathan. Léviathan était un monstre marin que l'on retrouve dans beaucoup de textes, différentes religions. Donc on le retrouve dans la Bible, on le retrouve dans le livre d'Isaïe, dans le livre de Job, dans le Talmud. Et le mythe de Léviathan raconte quoi? Des animaux révoltés contre le Créateur sont détruits par celui-ci. En ce temps-là, le Seigneur, armé d'un glaive pénétrant et invisible, frappera Léviathan, ce serpent immense, Léviathan au repli tortueux, et il fera mourir la baleine qui est dans la mer. En ce temps-là, la vigne qui portera le vin pur, chantera les louanges de Dieu. Donc voilà un des premiers monstres que l'on rencontre qui mène ce combat avec Dieu. Vous avez ici une reproduction, donc un dessin de Gustave Doré qui a été gravé sur bois et qui vous représente cette scène. Alors, les Phéniciens étaient des navigateurs très audacieux et après de nombreux bouleversements, donc la Phénicie sur la carte Méditerranée orientale, après de nombreux bouleversements qui touchent le Moyen-Orient, les Phéniciens étendent considérablement leurs réseaux commerciaux sur l'ensemble des rives de la Méditerranée. Que ce soit Chypre, la Sicile, la Grèce, toute l'Afrique du Nord. Ces Phéniciens vont perdre progressivement de leur autonomie et en s'étendant, ils vont rencontrer notamment les Grecs. Donc, et on retrouve dans la période hellénistique, la période grecque, donc au moins 1000 avant notre ère jusqu'à à peu près 800, on va retrouver un mélange dans la culture grecque, un mélange entre les croyances et les dieux issus de la culture phénicienne et puis de la culture grecque. On a encore affaire à un peuple polythéiste, donc qui croit en plusieurs dieux, et donc qui va rechercher la bienveillance d'une foule de divinités. Notamment, on a Poséidon, qui est le dieu majeur. On a la mer, la déesse mère. La mer est l'origine de la vie. Et le dauphin symbolise, lui, la fécondité. Le dauphin en grec, c'est Delphus. Et l'ensemble des dauphins actuellement, ce groupe d'espèces, sont les delphinidés. On a gardé, on retrouve des traces actuellement. Donc les Grecs vont chercher à attirer la bienveillance des divinités. On trouve dans l'iconographie beaucoup de représentations. Vous avez ici une représentation d'une fresque trouvée sur une île grecque, l'île de Santorin, où vous voyez ces dauphins plutôt souriants ou plutôt, en tous les cas, avec un air gentil. Les dauphins étaient admirés pour eux-mêmes par donc ces civilisations méditerranéennes
N développés tout le long des côtes. Une multitude de dieux, mais aussi finalement un combat entre les dieux, c'est-à-dire que tous les aléas de la vie, les tempêtes, les naufrages, tout ce qui pouvait arriver, les mauvaises récoltes, finalement on a cherché à expliquer tout ça par la jalousie entre les dieux. Et de là, dans l'Iliade et l'Odyssée, il y a de nombreux mythes. Un des plus connus, c'est l'histoire de Charide et Scylla, qui est un épisode donc, de l'Iliade et l'Odyssée. Alors Charide était fille de Poséidon et de Gaïa, et elle commit l'imprudence de dévorer du bétail appartenant à Héraclès. Pour la punir, Zeus la foudroya et la précipita dans un gouffre. De son côté, Scylla était une nymphe très belle qui aimait le dieu Glaucos, qui était un autre dieu marin. Elle était follement amoureuse. Et pour le séduire, il demande à Circé, la fameuse magicienne, un philtre d'amour. Mais Circé était également amoureuse de Glaucos. Donc, elle a versé du poison dans la fontaine dans laquelle se baignait la nymphe. Et Scylla, cette très belle nymphe, du fait de ce poison, a été complètement déformée, est devenue hideuse, et honteuse et désespérée de ce qu'elle était devenue, elle s'est réfugiée au fin fond de la mer, donc dans le détroit de Messine, à côté de Charide. Et ces deux créatures, l'une un gouffre et l'autre devenue hideuse, sont deux créatures qui se font face dans ce détroit de Messine, qui est le détroit marin qui est situé entre la Corinthe et la Sicile. Et finalement, les navigateurs, comme Ulysse, avaient le choix entre passer d'un côté et être sous l'influence de Charide ou de l'autre côté. Alors Ulysse, lors de son retour vers Ithaque, a dû choisir. Et pour sa part, il a préféré affronter Scylla et perdre quelques hommes plutôt que de périr noyé dans le gouffre. Et ce mythe a laissé une expression qui perdure encore actuellement, qui est utilisée quelquefois dans la presse, dans les caricatures. On dit « tomber de Charide en Scylla », ce qui signifie aller de mal en pis. Où on va d'un côté, on a un monstre, mais si on va de l'autre côté, c'est pas forcément mieux. Alors il y a de nombreuses histoires dans l'Iliade et l'Odyssée, notamment Ulysse qui craignait beaucoup les sirènes. On ne connaît pas exactement l'origine des sirènes, mais en tous les cas, on sait que certains marins, certains explorateurs, comme Ulysse, craignaient ces sirènes. Ulysse est attaché sur le mât de son bateau pour surtout pour pouvoir résister à la tentation. Parmi ces créatures marines, les dauphins sont pour leur part des messagers. Mais ces messagers, s'ils étaient apaisants chez les Phéniciens, finalement, chez les Grecs, on ne sait plus trop s'ils sont inquiétants ou apaisants. Aristophane, dans un de ses ouvrages appelé Les Grenouilles, 405 avant Jésus-Christ, écrit « Où le dauphin se plaît dans sa nage, se roulant dans le creux de la vague, cher à Neptune et Apollon. Compris par les hommes de mer, présage inquiétant ou apaisant, dans leur capricieux, enthousiaste voyage, chassant, coursant toutes les galères. » Vous avez une représentation sur cette mosaïque de ces dauphins qui viennent à l'étrave, mais finalement, on ne sait pas trop s'il fallait leur faire confiance et si c'était un bon présage ou pas. Parmi les légendes impliquant des dauphins,
La plus célèbre est certainement celle de l'histoire du poète Arion. Arion de Métine. On est au 7e siècle avant Jésus-Christ. Arion a été l'inventeur du dithyrambe. C'était un hymne religieux, une éloge, qui a été rapporté notamment dans un texte d'Hérodote qui raconte l'histoire de Arion. Arion avait acquis une grande renommée, il avait fait fortune en Italie et en Sicile. Et Arion s'embarque donc à Tarente pour revenir en Corinthe, donc au sud de la Grèce, où régnait son ami Périandre, qui était à cette époque-là gouverneur de la Grèce. Mais une fois en mer, les matelots voulurent le tuer pour s'emparer de ses biens. Arion a émis une demande, une ultime faveur, d'être jeté à la mer, mais avec sa cithare. Et son chant attira alors les dauphins, l'un d'eux le prenant sur son dos pour le conduire jusqu'à la côte. Et Arion est représenté, donc comme vous l'avez ici, sur cette mosaïque, chevauchant un dauphin, sauveur d'Arion, et chevauchant ce dauphin avec une cithare. On retrouve un peu les sirènes qui chantent, mais Arion, finalement, lui aussi jouait de la musique. Il paraît que les dauphins adoraient la musique. Alors on continue à remonter le temps et on arrive à l'époque romaine. L'époque romaine qui est un passage important par rapport à la perception de ces animaux, de ces cétacés, puisqu'avec les Romains, on va passer du polythéisme, donc de cet ensemble de dieux, au christianisme avec un seul Dieu. L'illustration de ce changement de perception de ces cétacés est certainement la plus connue et certainement l'histoire de Jonas. On y reviendra tout à l'heure, Jonas, ne l'oubliez pas. Alors Jonas, à la demande de Dieu, Jonas doit annoncer aux habitants de la ville de Ninive qu'ils seront punis en raison de leurs nombreux péchés. Et plutôt que de remplir sa mission, Jonas embarque à bord d'un navire pour partir, pour fuir. Une tempête éclate. Les compagnons de Jonas, évidemment, se sont dit « il fuit ses responsabilités, la tempête est une vengeance, il faut absolument le jeter à la mer pour que la tempête se calme ». Et Jonas est recueilli dans le ventre d'un grand poisson durant 3 jours et 3 nuits. Ce qui lui a permis de réfléchir un petit peu à sa fuite. Et finalement, ce grand poisson rejette Jonas sur la grève. De là, Jonas gagne Ninive et remplit sa mission. Et la ville de Ninive sera sauvée, puisque Jonas a rempli son rôle, sa mission. Et quand je vous ai expliqué que à l'époque romaine, c'est une époque de transition, quand on regarde sur la mosaïque qui est en haut de l'écran, vous voyez finalement à gauche ce serpent de mer qui crache Jonas dans un bassin, dans la mer. Mais ces animaux marins sont plutôt, bien qu'un peu fantaisistes, ne sont pas monstrueux. Et si vous regardez ce morceau d'un vitrail qui est dans une église à Chartres, vous voyez cet animal avec des grandes dents, gueule ouverte, qui a l'air beaucoup plus impressionnant. Et donc finalement, on passe d'une époque où ces dauphins pouvaient être des sauveurs, les animaux marins, aider à sauver l'homme, à l'utilisation de ces animaux par la main de Dieu. On arrive au Moyen Âge. À cette époque, l'animal devient bien plus qu'un messager,
il devient un être imparfait qui est soumis à l'homme. Au début du Moyen-Âge, en France, au Pays Basque, c'est la grande épopée de la chasse baleinière. Au Pays Basque, dans un premier temps, mais parallèlement avec l'époque viking en Europe du Nord. Il y a même des poèmes qui témoignent également de cette activité au Japon. Et cette chasse baleinière est devenue quelque chose, une économie incroyable, qui a conduit à d'importants progrès industriels, domestiques et alimentaires. Vous en avez ici une représentation sur une gravure, qui ne date pas du Moyen-Âge, où vous voyez donc une baleine qui est harponnée depuis un bateau. Outre cette utilisation économique, à l'époque du Moyen-Âge, l'Église s'attache à faire disparaître le paganisme et à ne vénérer qu'un seul Dieu. Et l'art du Moyen-Âge est principalement un art sacré. Donc dans le même temps, il y a un rôle symbolique et moralisateur pour aider l'homme à interpréter le monde. Vous voyez ici cette licorne de mer qui est soumise à l'homme, hein, soumise. Voilà, l'animal n'a pas de conscience, ça devient une ressource, ou pour moraliser et symboliser, ou une ressource économique. Et cette licorne, vous voyez qu'il s'agit bien de la licorne de mer, qui après a été reprise dans de très nombreuses iconographies du Moyen-Âge, sur des tapisseries, sur des gravures, sur des peintures, avec cette licorne qui est un cheval, qui est une chèvre, qui est un cheval, mais c'est bien issu d'un animal qu'on appelle le narval, la licorne de mer, qui a été abondamment chassée pour sa corne. Donc l'animal est domestiqué et utilisé. Cette chasse baleinière s'est étendue la fin du Moyen-Âge, s'est étendue autour de Terre-Neuve, autour de l'Islande, pour finalement devenir mondiale. Alors elle s'est étendue pour deux raisons. La première, effectivement, c'est que la ressource dans le golfe de Gascogne commençait à s'amenuiser. Et puis, le Moyen-Âge, c'est aussi l'époque des grands voyages. Et donc, Jacques Cartier a été très étonné en arrivant au Québec, en disant « mais on n'a jamais vu autant de baleines qu'à l'embouchure du Saint-Laurent. Donc, comme il n'y en a plus dans le golfe de Gascogne, allons chasser la baleine du côté de Québec, et après de Terre-Neuve, et après ça s'est étendu. » Alors c'est une époque qui est intéressante, elle aussi, pour la bonne raison que ces grands voyages, alors qu'il y avait d'autres raisons, des raisons économiques, comme je viens de vous l'expliquer, avec cette ressource majeure. D'ailleurs, à quoi servait la chasse à la baleine? Qu'est-ce qu'on en faisait? De l'huile d'éclairage. Le Pays Basque a été le premier producteur d'énergie non renouvelable à cette époque. Il y avait un commerce dans toute l'Europe. Qu'est-ce qu'on en faisait d'autre? On chassait pour chasser? Pour la manger. On appelait ça le lard. Hein. Et puis on utilisait tout, en fait, chez les baleines. Tout était utilisé. Les vertèbres servaient de mobilier. Le lard, la graisse. Dans la cervelle du cachalot, il y a une matière blanche qui servait à faire du maquillage pour vous, messieurs. La mode était d'avoir la peau la plus blanche possible. Bref, cette économie était particulièrement importante, mais malheureusement, c'est soldé par une mondialisation de cette activité et une disparition progressive de ces animaux. Alors, qui dit voyage à travers le monde, dit découverte. Les cartes marines ont commencé à se préciser. Et sur ces cartes marines, c'était un véritable atlas, non seulement géographique, mais aussi pour les espèces. Les espèces marines étaient représentées là où elles étaient croisées par les explorateurs. Donc on a eu une idée de où se trouvait le cachalot, où se trouvaient les dauphins, où se trouvait la baleine à bosse, où se trouvait
la baleine boréale et la baleine franche, qui était la baleine la plus recherchée à ce moment-là. Mais on retrouve dans cette iconographie l'orque et différents dauphins. Les cartes se précisent, mais également les recherches, tous ces voyages à travers les océans embarquaient une multitude de scientifiques pour la découverte. Alors, la précision, à l'Antiquité, il y a eu déjà beaucoup d'écrits. Et d'ailleurs, dès le XIIIe siècle, les encyclopédies grecques ont été traduites en français ou en latin. Et à partir de là, il y a eu une complémentarité, j'allais dire, de ces connaissances grâce à tous ces voyages à l'époque de la Renaissance. On peut citer quelques grands scientifiques de l'époque, comme Pierre Belon, qui a écrit l'histoire naturelle des étranges poissons marins, avec de vraies peintures, descriptions des dauphins et plusieurs autres espèces. Alors oui, les mammifères marins étaient des poissons. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait le droit de manger leur chair, notamment en période de carême, juste avant Pâques. L'Église n'interdisait pas la consommation de la baleine, pour la bonne raison qu'elle était considérée comme un poisson et non pas comme de la viande. On peut citer aussi Guillaume Rondelet, qui lui aussi a écrit l'histoire des poissons. Et il a tellement bien décrit cette histoire des poissons, ses observations étaient tellement loin, que ça a été repris par Georges Cuvier, qui est pas l'inventeur, mais celui qui a fait de l'anatomie comparée, donc comparer les squelettes, comparer les anatomies, et qui inévitablement a fait les liens phylogéniques entre les différents groupes d'espèces, et puis confirmer que les mammifères marins étaient bien des mammifères et non pas des poissons. Donc beaucoup de découvertes, des inventaires, des grandes expéditions. Et de façon assez paradoxale, encore à cette époque, les peintres donnent à toute cette faune, la morphologie des cétacés est très fantaisiste. Vous avez ici une représentation où ces animaux deviennent des chimères à tête de chien, des bêtes fauves, des poissons pourvus d'yeux menaçants, d'un grand bec, de grandes défenses, de crêtes, de queues serpentiformes, peu importe. Concernant les dauphins et les mammifères marins, comme vous en avez un en bas, alors on reconnaît bien que c'est un mammifère marin parce qu'il a ce souffle de ces animaux qui respirent en surface parce qu'effectivement ce sont des mammifères. Vous voyez le jet d'eau qui sort de son crâne, le souffle des mammifères marins. Par contre, ils avaient tous des écailles. Ils étaient représentés comme des poissons. On continue à remonter le temps. Alors, il s'est passé quelques décennies de troubles, la Révolution, la post-révolution, etc. Et on arrive donc au XIXe siècle. Et là commence une autre perception de ces animaux avec un anthropomorphisme poussé et surtout des cétacés qui sont capables de vengeance. Et à cette époque, vous avez tous lu ou entendu, c'est la grande époque de tous ces romans fantastiques. Jules Verne en 1870, mais également avant Moby Dick en 1851. Et en 1858, un ouvrage dont je vous lis quelques extraits, donc, écrit par Alexandre Dumas, qui écrit ceci dans son livre Les baleiniers. Vers 1h, plusieurs baleines viennent s'évertuer autour de nous. Une d'elles s'élance tout entière hors de l'eau et s'élève à plus d'1 mètre au-dessus de la houle. On a vu à l'horizon son ventre émerger. Puis la masse énorme, longue de plus de 80 pieds, et par son milieu aussi grosse que longue, est retombée dans l'océan avec un effroyable bruit. Le vaisseau a été ébranlé comme une maison dans
dans un tremblement de terre. Et la houle que le monstre a broyée en rentrant dans l'abîme d'où il était sorti un instant plus tôt, comme une vision de l'Apocalypse, a rejailli en pluie. Nos vieux pêcheurs prétendent qu'un seau de baleine signifie tempête. Et plus le seau est élevé, plus la tempête sera grande. Donc on est vraiment dans une époque de crainte, de vengeance. Et ce qui est intéressant, c'est que certainement une méconnaissance aussi, alors qu'il y avait eu tous ces travaux d'inventaire, d'études à l'époque précédente. Donc Moby Dick, avec ce cachalot blanc, etc. On arrive au début du XXe siècle avec une autre séparation. On a vu donc au siècle d'avant tous ces romans fantastiques. Si ces animaux sont vengeurs, sont capables d'engloutir des bateaux, l'histoire de Pinocchio qui est aussi écrite à cette époque, ce ne sont plus des manifestations de Dieu qui vont venger les hommes qui ont péché. Et cette tendance, on arrive en 1905 avec la loi de séparation des églises et de l'État. Donc finalement, ces animaux ne sont plus. On ne peut plus s'en servir, effectivement, pour faire peur aux populations. Mais ces cétacés continuent à être de terribles ravageurs et concurrents des pêcheurs. Donc notez bien les dates, début du XXe siècle. Vous avez ici 2 extraits du Petit Journal, 1903-1913, des dauphins destructeurs de sardines et des torpilleurs. L'armée était appelée pour donner la chasse aux marsouins. Ils étaient tirés à bout portant pour ne pas porter préjudice aux pêcheurs. Il était d'ailleurs écrit dans le Grand Larousse, à la fin du XIXe siècle. On sait aujourd'hui que ce sont des animaux stupides, brutaux, voraces, n'ayant d'intelligence que juste ce qu'il en faut pour dévorer leur proie et reproduire leur espèce. Des primes étaient donc données à chaque tête d'animal capturé. Primes données par l'administration. Première guerre mondiale, Seconde guerre mondiale, besoin de sourire, de joie, de reconstruction. Et là, ces animaux ne deviennent plus du tout des monstres ravageurs qu'il faut tirer à bout portant. Mais finalement, beaucoup d'empathie se développe et est portée par le cinéma. Ils deviennent des animaux emblématiques du milieu marin, avec une grande popularité. Le sourire figé du grand dauphin, qui lui donne un air heureux, bienveillant. Le dauphin devient l'ami des humains. Mais bon, les guerres ont quand même laissé quelques craintes dans les esprits. Et il ne faut pas oublier non plus qu'à partir des années 60, en même temps que Flipper, le dauphin à la télévision, certains mammifères marins sont utilisés dans des programmes militaires, américains et russes principalement. À partir de cette époque vont aussi se développer les parcs aquatiques avec des animaux donc en captivité. Ça va même, on voit même aller encore plus loin dans le dauphin ami de l'homme, un institut de thérapeutie assisté par les dauphins. On ne sait plus qui soigne qui, mais en tous les cas, ce changement de perception avec une empathie très forte pour ces animaux. Anthropomorphisme, mais aussi jusqu'au mysticisme. À partir des années 70, va se développer à une vitesse assez rapide à travers le monde ce qu'on appelle aujourd'hui le whale watching ou le dolphin watching, ce tourisme qui porte à aller à la rencontre de ces animaux
qu'on voyait en captivité, mais qu'on peut aussi aller voir dans le milieu marin. Alors ça a commencé aux États-Unis, en Californie, dans les années 50, et puis ça s'est très vite étendu à travers le monde, alors avec, après les États-Unis, l'Australie, l'Amérique du Sud, c'est resté assez modéré, et puis très vite on arrive à fin des années 90, toute l'Afrique, pointe sud-est de l'Afrique et l'océan Indien, les gros spots touristiques finalement. Ça arrive en Europe, en France, dans les années 90-2000. Ça continue à se développer de façon explosive au Moyen-Orient et donc un peu partout. Nous sommes au début du XXIe siècle. Le dauphin inspire, il soigne l'homme, il flatte l'ego, mais c'est devenu un bien de consommation. On vous propose d'aller nager avec ces animaux. Vous voyez cette image en bas à gauche, donc c'est une station balnéaire en Égypte, où ces contacts donc en plongée, on vous emmène dans des immersions dans l'univers des cétacés, en parfaite harmonie entre l'homme et l'animal. Tous les messages sont bons pour vous emmener dans cette expérience. On vous garantit même la rencontre en utilisant des avions pour repérer les animaux, pour être sûr que quand vous prenez un bateau, avec certains prestataires, vous allez aller les rencontrer. Bien que finalement, vous allez dans leur lieu d'habitation. Voilà. Donc une anthropomorphisation complète de la nature, le sauvage et la nature qui continuent d'exister. Il y a un besoin de reconnexion avec un monde sauvage, fantasmé jusque-là par tous les mythes à travers les millénaires, toutes les histoires qui ont perduré. Donc c'est l'essor des loisirs liés à cette nature, observation touristique dans leur milieu naturel, donc, que l'on appelle whale watching ou dolphin watching. Et puis on ne se contente plus de contempler finalement cette nature sauvage, puisqu'on veut interagir de manière garantie, comme aux zoos. À côté de ces images bienveillantes, le dauphin, ami de l'homme, qui peut vous soigner, etc., se développe aussi, et vous en êtes certainement des consommateurs, se développe aussi tout ce qui est jeux vidéo, ce qui est film, qui reprend inlassablement tous ces mythes que l'on a vus dater de plusieurs millénaires, avec ce Léviathan, par exemple, dans un film de science-fiction sorti en 2016, des mangas. Il y a le capitaine Yo et Scylla qui se bat contre Charid. Dans les livres d'enfants, Jonas, l'histoire de Jonas racontée aux enfants, dans des films Moby Dick qui ressort régulièrement, ou enfin Orca et autres, sans parler des séries avec les Vikings, où on retrouve tous ces personnages, enfin ces animaux personnalisés qui sont là. Alors est-ce le besoin d'émotions fortes qui fait que aussi bien on va aller proposer d'aller les caresser sous la mer que d'aller à leur contact à travers tout ce fantastique. Alors l'année dernière, sur deux lieux géographiques, dans le golfe de Gascogne, au Pays Basque, et en Polynésie française, plusieurs chercheurs, moi-même, mais également un chercheur en Polynésie et puis une chercheure en psychosociologie, on s'est interrogé sur finalement quelles sont les motivations au XXIe siècle des personnes qui cherchent à aller à la rencontre de ces animaux dans leur milieu naturel. Donc on a mené une petite enquête qui a duré tout l'été 2021 et je vais vous présenter quelques résultats rapides pour essayer de nous éclairer sur effectivement d'où viennent nos perceptions, nos envies actuellement. Et on verra
après. Donc le monde sauvage est devenu un bien de consommation. Les activités proposées de whale watching ou de dolphin watching sont porteuses de retombées économiques importantes, sont aussi l'opportunité d'une sensibilisation à l'environnement. Cependant, mal encadrées, elles entraînent des perturbations écologiques ou du comportement. Hubert Reeves, que tout le monde connaît, disait « Observer, c'est déranger ». Mais oui, on est des intrus en allant dans leur milieu naturel. Et maintenant, c'est quand même un peu prouvé par des études scientifiques que l'on observe des modifications de leur comportement, mais aussi de leur santé dans certains lieux hautement fréquentés. Alors cette étude était pour se poser donc les questions de savoir quel était notre lien à l'animal quand on cherche à aller à sa rencontre, et si on imagine que cela a des répercussions, des impacts entre les individus d'une même espèce ou même entre plusieurs espèces. Donc on a essayé de définir aussi chez les personnes enquêtées si c'était des personnes qui étaient sensibles à l'environnement ou pas. Ça peut changer la perception. Donc on a donc collecté toutes ces données. Alors les résultats nous montrent que sur 255, alors il y a eu près de 487 réponses. Et la première question qui était posée, c'est quelle a été votre expérience avec ces mammifères marins? Est-ce que vous les avez approchés depuis la surface ou est-ce que vous les avez approchés avec ou sans contact physique, mais en allant sous l'eau? La réponse était à 62%, donc approchés depuis la surface. Et suite à ça, la deuxième question, c'est est-ce que l'interaction qu'il y a eu entre ce visiteur et l'animal, cette interaction proche, elle a été à l'initiative de l'animal qui est venu vers l'homme, ou est-ce que c'est l'homme qui a été vers l'animal? Là encore, 255 répondants, mais près de 2/3 des réponses, c'était l'animal est venu à l'homme. Pour quel motif l'animal est venu vers vous pour interagir? Eh bien, vous voyez en bleu et en vert, principalement par curiosité. L'animal était curieux de venir à votre rencontre, ou encore il avait envie de jouer. Ensuite, on a demandé de décrire l'expérience. Quelles émotions avez-vous ressenties lors de l'interaction? Les réponses, la joie de se retrouver aussi proche d'un animal, d'un dauphin particulièrement, et la surprise. Parce que finalement, il y a beaucoup de fantasmes derrière tout ça, mais quand il est à côté de nous, on peut se sentir un peu petit. Autre question, est-ce que lors de cette interaction, vous aviez envie de communiquer avec le dauphin? 74% des réponses, tout à fait. Moyennement d'accord. Une envie de parler avec cet animal. Et vouliez-vous toucher cet animal? Un peu moins sûr, simplement 32% des répondants qui nous disent « oui, on avait envie de le toucher ». Donc on voit qu'il y a quand même une différence entre le voir, lui parler et le toucher. Ensuite, on a proposé aux gens de nous donner de décrire, en fait, de comparer ces différents animaux, requins, baleines, dauphins, comme j'ai pu le faire tout à l'heure avec vous. Et on leur a demandé, comme je l'ai fait tout à l'heure, de dire, ben voilà, à quoi vous fait penser un requin, à quoi vous fait penser une baleine, à quoi vous fait penser un dauphin. En plus des mots qui ont été évoqués, on leur a demandé, ok, quels sont les impacts que vous pensez qu'il existe au contact de ces animaux, et est-ce que finalement vous leur attribuez une moralité? Est-ce qu'ils vous comprennent, ils viennent vers vous, ils ont certains comportements vis-à-vis de vous qui est volontaire ou pas? Alors les résultats, eh bien, comme vous tout à l'heure, le dauphin, joueur, intelligent, social, curieux.
C'est un ami facétieux, c'est une représentation positive, voilà, avec une certaine sociabilité. La baleine, vous retrouvez les mots évoqués tout à l'heure, énorme, beau, rare, calme. C'est l'immensité paisible. C'est encore une représentation qui est positive. Et le requin, lui, danger, beau, puissant, solitaire. C'est une inquiétante menace, une représentation négative avec le registre de la peur. Donc, deuxième volet de réponse, est-ce que vous pensez que les interactions entre les humains ont un impact sur ces espèces et que, surtout, ça va perturber la relation qu'il y a entre eux, donc au sein de la même espèce, entre une population. Eh bien, vous voyez ici, de façon très nette, les résultats. Oui, le contact humain va perturber les relations entre eux, entre les dauphins ou entre baleines ou entre requins. C'est une perception des interrogés. Alors un peu plus fort chez les dauphins que chez le requin, mais quand même des pourcentages très forts où, oui, il y a une conscience de l'impact sur ces animaux. Deuxième question, est-ce que vous pensez que la présence humaine va perturber les relations entre les animaux de différentes espèces? Et là encore, les résultats, c'est oui, très fortement, avec le même degré de différence entre le dauphin et le requin. Oui, la présence humaine va perturber les relations qu'il peut y avoir entre différentes espèces. Et pensez-vous que les interactions entre les humains et les espèces aient un impact sur les relations entre ces animaux et les humains? Et bien là encore, oui. On a conscience que ça va changer les relations entre ces animaux et les humains que nous sommes. D'autres résultats, je vais peut-être aller un petit peu plus vite pour avoir le temps d'échanger avec vous. Est-ce que ces animaux, vous pensez qu'ils ont une certaine moralité? Ils ont des notions de justice, de jugement moral? Eh bien oui, dans la grande majorité des cas, même 80% pour les dauphins. Est-ce qu'ils ont des intentions? Est-ce qu'ils ont une conscience des états mentaux? Est-ce qu'ils ont planifié leur prise de décision? Eh bien oui, aussi, très largement, un peu plus encore chez le dauphin, un peu moins chez la baleine et encore moins chez le requin. Mais on imagine que ces animaux sont pourvus d'états mentaux et capables de prise de décision quand ils rencontrent un humain. Voilà, alors pour conclure, l'océan, encore au XXIe siècle, fait l'objet d'une fascination qu'on a vue complètement intemporelle à travers les millénaires, qui est nourrie, cette fascination est nourrie de tous ces mythes. Si on voit les jeux vidéo, les émissions, les films, ce sont encore des légendes qui datent de plus de 3000 ans, qui sont reprises, avec des dessins, bien sûr, une iconographie très différente, mais ce sont les mêmes mythes qui sont repris. Il y a encore une méconnaissance flagrante, et par contre, ce qui est acquis par tout le monde, c'est que c'est un réservoir de biodiversité menacé. Tout le monde en a conscience. Donc il y a ce mélange de conscience environnementale et d'imaginaire qui continue à coexister. Alors je précise juste que dans les chiffres, les résultats de l'enquête, il y a effectivement un petit biais puisque les lieux d'enquête sont deux prestataires, donc en Polynésie comme au Pays Basque, qui sont des prestataires effectivement qui ont une démarche, on va dire, vertueuse. Donc les clients potentiellement étaient des clients qui avaient fait la démarche d'aller vers ce prestataire, pas complètement au hasard. Donc il serait intéressant aussi de poursuivre cette enquête auprès d'un public plus large. Voilà. Donc c'est important de continuer à développer la recherche sur des pratiques d'observation respectueuses de cette faune, mais aussi de pouvoir discerner dans l'offre multiple, exponentielle
de ce tourisme vers ces animaux, de pouvoir discerner vers quel prestataire aller. Et bien, pour discuter de ça, je vous invite à 2h30, pour ceux qui ont un peu le temps, à venir en discuter avec nous, de savoir comment on peut aller à la rencontre de ces animaux qui restent finalement fascinants pour nous encore au XXIe siècle, en essayant d'être le moins impactant possible, et aussi en essayant finalement que l'observation que l'on peut faire de ces animaux lors de nos voyages, servent à leur connaissance, et qui dit connaissance dit aussi protection. Il faut savoir que même encore dans les eaux françaises actuellement, et je prends la France métropolitaine, sans aller chercher au-delà, il y a certaines espèces comme le globicéphale, on ne sait pas si c'est une espèce qui est en danger ou pas, tout simplement parce que nous n'avons pas assez de connaissances. Donc là, c'est juste 30 secondes de publicité. On vous invite dès les vacances d'avril à venir faire un séjour à Objectif Science International au Pays Basque pour essayer de mieux connaître ces animaux qui sont présents au Pays Basque. Donc ces globicéphales noirs qui sont présents au printemps et qui après reviennent à l'automne. Voilà. Eh bien, merci à vous. Et puis surtout, n'hésitez pas. On a un petit peu de temps devant nous. Si vous avez des questions, allons-y. Et pour ça, eh bien, je finis par cette image finale. Hier, Arion chevauchant son dauphin, 22 siècles d'observation plus tard, quelques pratiques touristiques, avec cette interrogation mystique, éthique, économique. Merci de votre attention et puis je serai ravie d'échanger avec vous. On a 5 minutes tout de suite ou dans les couloirs après, c'est comme vous voulez. Est-ce que certains veulent réagir, poser des questions ou réagir tout simplement à la présentation ? Est-ce que vous avez envie d'aller à la rencontre de ces animaux, après tout ce que je vous ai raconté ? Ou uniquement dans les jeux vidéo ? Ils font plus peur dans les jeux vidéo que dans la réalité quand même. Bon, pour ceux qui veulent, je suis en sortant à gauche, là en haut de l'escalier, au premier étage. Donc vous pouvez me trouver et venir discuter si vous en avez envie. Merci à vous.